Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance du cours de management dans laquelle nous allons nous arrêter sur la division du travail au management. Jusqu'à très récemment, j'étais persuadé que la division du travail datait de Frederick Taylor et Henri Fayol. Je me trompais. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous citer tous les auteurs qui se sont intéressés à étudier la division de travail, ce n'est pas notre objectif, mais je vais me contenter d'en citer quelques-uns. Dans la littérature, la problématique de la division du travail remonte à Platon. Dans la République, Platon s'interroge sur la meilleure organisation du travail au sein de la société. Selon lui, il est difficile qu'on soit à la fois agriculteur, maçon et couturier, mais il est plus simple que chacun au sein de la société se consacre à une activité déterminée de façon exclusive. Ainsi, le travailleur va affiner son savoir-faire en se spécialisant et va éviter de perdre plus de temps en passant d'une activité à une autre. C'est ce partage des tâches productives entre des individus spécialisés qu'il appellera la division sociale du travail, un terme qui inspirera plus tard Emile Durkheim pour développer sa théorie. Pour certains chercheurs, la division du travail provient de l'œuvre de Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah. La division du travail est au cœur de sa théorie, car pour lui, aucun homme ne peut exister pleinement par lui-même, même pour obtenir son minimum vital. Pour Ibn Khaldun, le travail individuel n'est qu'un moment du travail collectif. La division du travail, pour lui, se manifeste par une plus grande spécialisation, ce qui accroît la qualité du produit et la productivité du travail. Entre les différentes fonctions ou métiers au sens de Ibn Khaldun, va se créer une interdépendance et une complémentarité qui font que le produit final est de plus en plus le résultat du travail collectif de plusieurs ouvriers. À son époque, il parlait d'artisans. Grâce à la division du travail et au travail collectif, l'intérêt individuel de chacun est optimal. Pour Ibn Khaldun, comme pour Platon, l'organisation du travail a la vertu de rendre les citoyens solidaires les uns des autres et plus coopératifs. Au sens de Emile Durkheim, la division du travail est la source, sinon unique, du moins principale, de la cohésion sociale. Bien que l'étude de la division du travail n'est pas récente, les chercheurs n'en sont devenus conscients que depuis la fin du XVIIIe siècle seulement. Adam Smith, qui est l'auteur de l'ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations et inventeur du fameux concept de la main invisible du marché, a été le premier à tenter d'élaborer une loi détaillée et bien ficelée sur la division du travail. Pour lui, une division technique du travail est source de gains de productivité considérables et donc d'augmentation des richesses produites et disponibles. En effet, grâce à la division du travail, la compétence et l'expertise des ouvriers répétant les mêmes gestes s'accroît fortement. Les temps morts dus au changement d'outils ou de poste de travail sont supprimés et la mise en place du machinisme est plus aisée. Quant à Karl Marx, et de manière plus radicale, il affirme que le capitalisme, par la transformation de l'atelier artisanal en entreprise capitaliste, développe et approfondit la division technique du travail dans le cadre de la manufacture. Pour lui, chaque ouvrier dont le travail est plus facilement contrôlé devient un travailleur parcellaire, de plus en plus spécialisé, oui, mais beaucoup moins rémunéré. Mais en même temps, le travail devient extérieur à l'ouvrier, qui ne trouve plus dans celui-ci le moyen de s'affirmer ou s'accomplir et le ressent alors comme une contrainte. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint. C'est du travail forcé. C'est pourquoi Marx va dire que la division du travail est à la source de l'aliénation et de l'exploitation des travailleurs. Adam Smith avait lui-même mis en évidence les limites et dangers de la division du travail, qu'est-ce qui sclérosait l'intelligence et l'imagination des ouvriers. C'est la raison pour laquelle Emile Durkheim va affirmer que certains aspects du travail peuvent conduire à la déshumanisation et accentuer les inégalités. On va attendre jusqu'au début du XXe siècle où Taylor et Fayol, à 5 ans de différence, entre 1911 et 1916, date de publication de leur première œuvre chacun à son tour. Alors, ces derniers, qu'est-ce qu'ils ont inventé?
Taylor au niveau de l'atelier et Fayol au niveau de l'entreprise. Et ils ont inventé une chose qui va faire toute l'évolution du management jusqu'aux théories que nous étudions aujourd'hui sur la compétitivité, l'ingénierie, la qualité, la motivation, le management par objectif, le management par projet ou par résultat, etc. Tout ça, c'est né à ce moment-là pour une seule raison. C'est comment augmenter continuellement le rapport entre rendement du travail par unité de temps, ou plus précisément rendement financier du travail par unité de temps. Et c'est à partir de là qu'elle est née leur pensée sur la division du travail. C'est dans cet objectif-là. Concrètement, pouvez-vous vous rappeler la dernière fois que vous étiez allé dans un snack pour acheter un sandwich à emporter? Avez-vous déjà pensé combien de personnes ont-elles été nécessaires pour exécuter votre commande du début à la fin? Alors voyons voir. La première chose à faire était de demander à quelqu'un de prendre votre commande. Une fois cette étape est franchie, votre commande sera soumise au cuisinier. Ces derniers prépareront votre repas et le placeront sur le comptoir. Une personne travaillant au comptoir récupérera votre commande et la placera dans un sac qu'elle vous remettra directement. Ce sont les différentes étapes qui ont été franchies pour mener à bien votre commande. C'est aussi un parfait exemple de la division du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que la division du travail? C'est la décomposition d'un travail de manière à obtenir un certain nombre de tâches élémentaires, limitées et complémentaires qui composent l'ensemble. Ici, chacune de ces petites tâches est traitée séparément, probablement par un seul travailleur, afin d'augmenter son expertise et son efficacité. Quoi qu'il en soit, la division du travail est donc le fondement de la spécialisation des travailleurs. Dans le cas où ces tâches dépendent les unes des autres, elles sont réalisées séparément et de manière procédurale l'une après l'autre. Cela signifie que pour chaque tâche, il peut y avoir un nombre quelconque de processus qui doivent se dérouler pour que la tâche soit complète. Lorsque toutes les petites tâches se terminent comme prévu, elles contribuent tout ensemble à accomplir le seul travail compliqué. Certes, la division de travail a pour but, du point de vue économique, de faire croître la productivité du travail, d'en augmenter l'efficacité, mais à quel prix, notamment en termes de conditions du travail. C'est l'enjeu principal autour de la division du travail. Il ne faut pas oublier la double division du travail qui règne dans les entreprises, à savoir la division horizontale et la division verticale. Donc, à quoi fait référence la division horizontale? Eh bien, chacun est spécialisé dans une tâche particulière et les techniques correspondent au travail parcellisé. C'est une division du travail par tâche à l'intérieur d'une entreprise, que ce soit au niveau de l'atelier, d'un département, de l'entreprise elle-même. Pourquoi horizontale? Parce qu'il n'y a pas une tâche plus importante que l'autre. Et ça reprend la représentation de l'entreprise en tant que flux qui part des matières premières et qui arrive au produit fini, passant par des opérations de transformation. Si on prend par exemple la construction d'une maison qui est un travail très complexe, celle-ci est réalisée en découpant techniquement le travail en trois grandes tâches. Par exemple, établir le plan et obtenir l'autorisation de construction, ensuite construire les grosses œuvres et la troisième tâche qui regroupe toutes les tâches concernant la finition. C'est donc représenter ça sur un plan horizontal. Et donc effectivement, il n'y a pas une spécialisation en fonction des activités. Par ailleurs, à quoi fait référence la division verticale? Celle-ci repose sur la séparation entre la conception du travail et l'exécution. C'est ce qu'on en appellera la division entre les cols blancs et les cols bleus. La première est la fonction des dirigeants, des cadres et des ingénieurs. La seconde est du ressort des ouvriers. Entre les deux niveaux extrêmes, on peut avoir des contremaîtres qui doivent contrôler la bonne réalisation du travail. Par exemple, si on reprend l'exemple de la construction d'une maison, les trois grandes tâches que nous avons obtenues, on peut les découper elles-mêmes en plusieurs tâches. Euh,
Comme ça, on aura pour, par exemple, la construction des grosses œuvres, plusieurs tâches, par exemple, préparation du terrain, la mise en place des fondations, des travaux d'assainissement, la construction des piliers, des murs et des dalles, la plomberie, l'électricité, etc. Donc, plus la division verticale est importante, plus le nombre de niveaux hiérarchiques est élevé. À l'inverse, quand la division verticale est faible, l'organisation est quasiment plate. La division verticale, eh bien, c'est aussi le fait de se dire que l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. Vous remarquez qu'il n'y a pas de dimension verticale au Parlement ou à la Chambre des représentants. C'est une arène politique. Et cette représentation, elle n'est pas anodine. C'est parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chaque membre contribue au débat démocratique et a une voix qui vaut celle de tous les autres. Dans l'entreprise, ce n'est pas comme ça. L'entreprise n'est pas une institution démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas. Et que précisément, la répartition des pouvoirs est un enjeu très important de l'organisation des entreprises. Et c'est un enjeu permanent. Évidemment, qui dit pouvoir dit intérêt à avoir du pouvoir. Donc, beaucoup de manœuvres au niveau des ressources humaines qui peuvent s'expliquer par cette dimension de quête et de recherche du pouvoir. Ça fait partie aussi de la dynamique des ressources humaines. Chacun va essayer de conquérir dans l'organisation de nouveaux territoires pour asseoir sa domination, pour être tranquille, pour augmenter sa rémunération et ses responsabilités, etc. Donc, la division verticale du travail a un caractère social, c'est-à-dire qu'elle est hiérarchique et confère pouvoir et autorité aux salariés. Donc, division verticale du travail, oui, et malgré tout, même si par rapport à l'entreprise industrielle du début du XXe siècle, la hiérarchie est beaucoup moins présente, comporte beaucoup moins de niveaux hiérarchiques et beaucoup moins dur en termes de relations avec les subordonnés. Il existe et il doit exister cette colonne vertébrale hiérarchique parce que la nécessité de coordonner entre les actions de la base et la décision stratégique, eh bien, elle est toujours là. De toute façon, la hiérarchie est incontournable dans l'entreprise en tant qu'organisation. Donc, la division verticale est nécessaire pour toute entreprise. Maintenant, jusqu'à quel niveau on doit avoir une division verticale du travail? C'est ça la bonne question qu'on doit se poser. Ça nous mène vers la notion de span of control ou ce qu'on appelle l'étendue de contrôle que nous verrons dans la prochaine vidéo. L'introduction par Ford du travail à la chaîne va pousser à l'extrême la division du travail. Encore plus parcellisée, chaque tâche est contrôlée, chronométrée et la vitesse d'exécution est imposée par le rythme de la chaîne de montage. Dans les années 60, la division technique du travail va être remise en cause du fait de la mécanisation du travail non qualifié, mais aussi par les travailleurs, surtout plus qualifiés, et provoquera un certain nombre de conflits dans les entreprises. Des effets contre-productifs vont en découler, des grèves sauvages, de l'absentéisme, un turnover élevé, de la mauvaise qualité des produits, etc. On redécouvre alors l'importance des relations humaines dans l'entreprise. Des correctifs vont être apportés en élargissant et enrichissant les tâches, en donnant plus d'autonomie aux travailleurs et en les impliquant davantage dans l'organisation du travail, par des cercles de qualité, par un management participatif, par un management bienveillant, etc. Malgré tout, la norme productiviste se maintient, c'est-à-dire la nécessité d'obtenir des gains de productivité afin d'être compétitif, et le taylorisme avec son travail parcellisé persiste. Malgré tout, la norme productiviste se maintient, c'est-à-dire la nécessité d'obtenir des gains de productivité afin d'être compétitif, et le taylorisme avec son travail parcellisé persiste. Il tend même à s'étendre dans d'autres secteurs tels que le tertiaire, par exemple les services administratifs, la grande distribution, l'hôtellerie, la restauration, les services de télémarketing, etc. Son application se trouve renforcée par l'utilisation des nouvelles technologies avec l'introduction de l'automatisme, l'informatisation, etc., qui permettent de confier aux ouvriers des tâches plus complexes, mais toujours contrôlées et chronométrées. Alors, une fois la division de travail est
réalisé, arrive une autre étape très importante qui est celle de la répartition des tâches. Celle-ci est très essentielle et donc à ne pas prendre à la légère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est la base même du travail en équipe. Tout part de là. Le réflexe d'un dirigeant va être de partager le travail en fonction des compétences de ses collaborateurs. C'est une démarche certes logique, mais on peut aller bien plus loin. Chacun est unique et nous sommes tous motivés par des éléments différents. Certains vont avoir les conditions de travail comme moteur, alors que d'autres vont fonctionner suivant le retour sur investissement, ou même l'apprentissage continu de nouvelles choses. Prendre en compte les facteurs de motivation des différents membres de son équipe dans la répartition des tâches, c'est mettre en place une organisation plus humaine, mais aussi plus performante. Chacun s'y retrouve en fonction de ce qui le motive et chacun s'investit davantage. Si la répartition des tâches n'est pas bien pensée, le travail s'en ressent immédiatement. Motivation, productivité, bien-être, performance, les enjeux sont de taille. Avec une répartition plus réfléchie, le bien-être va ainsi se développer. Chacun connaît les tâches qui lui correspondent le mieux, ce qui va rendre l'ensemble de l'équipe plus investie et donc plus performante. Néanmoins, si la répartition du travail est adaptée aux compétences du salarié, cela peut l'inciter à se montrer plus créatif et donc à apporter des idées nouvelles. La répartition des tâches est un sujet qui peut paraître simple pour beaucoup de managers. Or, c'est l'essence même de la performance et du bien-être. Ne pas prendre le temps de réfléchir à l'organisation du travail, c'est tout simplement accepter que les tâches confiées soient potentiellement bâclées. Cette mission consiste à organiser et gérer les ressources humaines afin de savoir quelle est la personne la mieux placée pour réaliser la tâche. Alors pour cela, il y a plusieurs enjeux et la démarche consiste à définir d'abord toutes les tâches à réaliser afin d'avoir une visibilité claire du travail à réaliser. Ensuite, identifier les contraintes techniques liées à la tâche, par exemple date de début ou date de fin de chaque tâche, ou bien le coût de sa réalisation, ou bien la qualité attendue après la réalisation. Également les contraintes techniques liées aux salariés, ses compétences, son attitude, ses besoins, ses préférences, etc. Et ce, dans le respect de la réglementation. Alors maintenant, quels sont les objectifs de la répartition des tâches? Les objectifs, ils sont multiples. Ça permet de savoir quelle est la tâche à réaliser, ensuite, qui doit réaliser la tâche, après, quand doit-il être réalisé? Quels sont les délais? Par quels moyens? Comment il faut la réaliser? Par quelle procédure? Où on doit la réaliser? Etc. Alors maintenant, après la division du travail et la répartition des tâches, arrive la dernière étape qui est celle de mettre en place un système de coordination. Ceci pour tendre de manière optimale vers les objectifs fixés. Dans ce cas, des modes de coordination sont mis en œuvre pour que les différentes composantes de l'organisation agissent ensemble efficacement. Et dans ce cas, Henri Meisberg, qui est un universitaire canadien, a défini une typologie des modes de coordination pour articuler des tâches qui ont été divisées et réparties, notamment l'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des résultats, la standardisation des processus, la standardisation des objectifs, etc. Alors dans ce cas, outre la coordination mutuelle, celle-ci peut être structurée au travers de la hiérarchie, ceci avec plus ou moins de formalisme dans les interactions, c'est-à-dire en mettant en place des procédures, des règles et des normes. Et cette coordination peut s'accompagner d'une délégation du pouvoir de décision, ce qui affectera forcément le degré d'autonomie et de responsabilité accordé tout au long de la ligne hiérarchique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la technologie du digital et les nouveaux usages qui en ont découlé, de nouveaux modes d'organisation ont été développés en réduisant le nombre de lignes hiérarchiques et introduisant plus de flexibilité, ce qui créera davantage d'opportunités pour les employés et les directions. Les changements apportés par les technologies, surtout digitales, signifient également que les individus peuvent travailler davantage seuls,
depuis leur poste de travail personnel ou même depuis leur domicile, ou bien travailler davantage avec des machines qu'avec d'autres hommes. Et donc, elles seront invitées à organiser leurs tâches à leur guise. Cette technologie de digital affecte donc les choix de la division du travail, de la répartition des tâches et des responsabilités. Il y a donc des changements dans la structure hiérarchique traditionnelle des emplois et des responsabilités et dans la nature même de la supervision. Pour cela, la fonction sociale de la division du travail, au sens de Durkheim, est remise en question. Produire de la solidarité et des liens durables entre les salariés unis et entre eux et l'organisation sont problématiques. Le manque de proximité rend difficile le fait de faire confiance et de créer la cohésion, ce qui remet en cause la pertinence du lien de subordination. Sachant que la cohésion est un facteur de protection de premier ordre contre le risque psychologique causé par l'usage approximatif de la technologie du digital. Il doit faire l'objet d'efforts concrets pour l'animer au quotidien. Merci de votre attention.